Bonjour et bienvenue à tous au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. C'est un plaisir de vous retrouver en ce dimanche pour cette rentrée marquée bien sûr par de nombreux défis énergétiques et écologiques, on va longuement en parler, défis éducatifs évidemment avec la rentrée scolaire et puis défis d'autorité avec la fuite du prédicateur Equisen, mais aussi de nombreux faits de violence, notamment à Cannes dernièrement. Deux invités politiques vont nous accompagner à partir de 10h30. Sébastien Chenu, il est vice-président de l'Assemblée nationale et député RN. Et puis dès à présent, on accueille Alexis Corbière. Bonjour à vous. Bonjour Sonia. Et merci d'être là. Merci de m'avoir Insoumis, invité. député de Seine-Saint-Denis. Pour vous interroger, Alexis Corbière, je suis entouré de mes camarades. Nicolas Barré des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et du penseur et sociologue Mathieu Boccoté. Bonjour Mathieu. Bonjour, il y a Allez. du lourd, il y a du lourd. Oui. Comme invité aussi, on peut le dire. Oui, vous dites ça parce que j'ai pris du poids. Ce qui est lourd, c'est évidemment la facture pour les Français, facture énergétique et les défis. On va démarrer par ça. C'est la priorité, Alexis Corbière, comme vous le savez. Face à cette crise énergétique, le gouvernement se veut rassurant. Le bouclier tarifaire sera maintenu 2023. Est-ce que c'est un quoi qu'il en coûte énergétique qui se profile et finalement qui est rassurant? Et si on peut, pardon, de rembobiner peut-être la bobine pour essayer de répondre. Premièrement, vous dites, monsieur le maire, il a dit à partir de février 2023, ce sera maintenu, mais on n'y voit pas très clair non plus. C'est une annonce qu'il a fait sans que l'on rentre dans le détail. Mais surtout, pourquoi en sommes-nous arrivés là? Comment se fait-il qu'il y ait cette explosion des prix dans un pays où nous a-t-on dit que nous fabriquions de l'électricité, que nous avions une forme d'indépendance énergétique, mais les Français doivent savoir que le prix de l'électricité auquel elle est vendue ne correspond pas à la sortie, si je puis dire, de nos centrales nucléaires. Donc déjà, il y a une première aberration sur laquelle il faudrait revenir. Je ne sais pas si tout le monde suit, comment est fixé le prix de l'électricité. Vous avez suivi ce qu'a dit Bruno Le Maire. Tout le monde est pour une réforme, pour ajuster le prix de l'électricité au prix du gaz. Actuellement, le prix de l'électricité est ajusté au prix du gaz en raison du marché. Ah pardon, pour le découpler, d'accord. Donc précisément, c'est une chose que Jean-Luc Mélenchon a portée pendant les deux campagnes présidentielles au moins, celle de 2017, celle de 2022, sur laquelle il fallait arrêter cette aberration que c'est le prix du gaz qui fixe le prix de l'électricité. Et en raison de la guerre, qui a bon dos bien souvent dans beaucoup d'argumentations, il y a effectivement une augmentation du prix du gaz, mais on aura compris que c'est en raison de cette aberration pour finalement essayer de créer les conditions d'une déformation du marché qu'on en vient à un prix de l'électricité qui ne correspond pas. La Commission européenne vient de dire qu'on va réformer ce système. Eh ben, ça arrive trop tard. D'ores et déjà, les prix ont augmenté. Ça fait des mois. Si on avait... Alors moi, c'est durant les différentes émissions que je fais dernièrement, chaque fois que j'avance un argument, on me dit ça va avoir lieu prochainement, vous inquiétez pas, c'est ce qu'a dit monsieur le maire. Mais que de temps perdu. D'ores et déjà, c'est beaucoup trop cher. Ça devrait rassurer, ça rejoint ce que vous dites depuis des mois. Non, mais je veux dire, quand les impuissants, depuis des années, disent la prochaine fois on va agir, avouez, même si je suis plutôt un garçon sympathique qui a envie de croire les gens, mais en politique, il ne faut pas croire les gens sur parole, il faut aussi les juger sur leurs actes. Et précisément, ce que nous avons voulu mettre au cœur de la campagne présidentielle, c'est pour ça que j'en parlais avec Jean-Luc Mélenchon, c'était notamment de dire, ça va avoir des conséquences, c'est une aberration, parce que ça a déjà commencé depuis un an, l'augmentation du prix de l'électricité, et à ce moment-là, il n'en était pas question. Aujourd'hui, que l'on s'aperçoit de la situation de chaos dans laquelle nous sommes, eh bien, on se dit, ah, peut-être qu'il faudrait faire ça. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être écouter Mélenchon. Alors, je veux ironiser parce que... Vous parlez d'aberration, il y a une autre aberration qu'il faudrait citer. Et là, vous êtes passé très vite dans votre programme présidentiel, le nucléaire. Si nous en sommes là aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas à cause d'une somme, certains disent, de lâcheté et de choix de nos gouvernants sur le nucléaire? Et il faut dire que ce sujet, vous n'encouragez pas le nucléaire. Hein. Alors ça, on va en parler. Déjà, si vous accusez de lâcheté le gouvernement actuel, certains le disent. Pardonnez, ne faites pas de moi son avocat. Parce que sans aucun doute, il y a une forme de lâcheté, de faux semblants, d'hypocrisie sur tous ces sujets. Oui, je suis favorable à ce que nous sortions progressivement du nucléaire. Évidemment, personne n'a considéré dans nos rangs qu'on allait appuyer sur un interrupteur et tout allait s'arrêter, mais d'avoir, parce que nous sommes un grand pays, un projet pour dire comment nous sortons progressivement de cette énergie. Vous tenez encore ce discours aujourd'hui? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que le nucléaire, contrairement à ce qu'on dit, n'assure pas totalement notre indépendance énergétique, parce qu'il faut de l'uranium, nous n'en avons pas, donc ça expliquera aussi pour quelle raison parfois nous nous rendons avec une attention particulière en Afrique, au Mali ou dans certains pays. Mais ça, c'est pas encore le plus important. Deuxièmement, en raison du réchauffement climatique qui est engagé, le nucléaire devient une énergie particulièrement dangereuse. On l'a vu cet été, actuellement la moitié des centrales nucléaires. Bah oui, c'est la nucléaire, mais prouvez-nous aujourd'hui, là, en ce moment, par A plus B, que c'est dangereux. Un exemple précis. Vous n'avez pas remarqué que l'augmentation des températures cet été a amené à ce que des centrales nucléaires baissent leur activité?
Dites-nous quel accident a eu lieu. Dites-nous quel risque. Mais est-ce que vous pouvez nous quantifier, nous expliquer quel est le risque du nucléaire aujourd'hui en France? Vous n'avez pas remarqué que les centrales nucléaires cet été françaises ont baissé leur activité, que le réchauffement climatique a des conséquences sur le fonctionnement de nos centrales nucléaires, que ça participe parce qu'il y a besoin aussi de refroidir, notamment les réacteurs nucléaires, les fleuves sont utilisés par ça. Pardon, je termine parce que c'est important. L'argument doit être, on doit y répondre. Et qu'en raison précisément, tout ça participe au réchauffement encore plus significatif. Enfin, pour terminer, puisque vous dites que c'est une énergie dangereuse, nous sommes tous... Non, mais du moins, vous me questionnez, pardon. On a tous observé que ce qui se passe en Ukraine, qui est un drame absolu, et je suis favorable à ce qu'au plus vite possible, Poutine retire ses troupes. Et évidemment, nous avons tous une pensée pour le peuple ukrainien. Mais il y a là-bas 17 réacteurs nucléaires. Et ça nous montre que malgré tout, quand Jean-Luc Mélenchon dit « Non, mais je vous vois sourire », mais la catastrophe qui pourrait avoir lieu... On interroge la solidité de votre argument. Nous avions une filière nucléaire qui était... solide. On était d'une fierté. C'était notre fierté. Aujourd'hui, on a une industrie qui est faible. On se retrouve dans une telle situation. Beaucoup disent que c'est à cause justement de nos choix sur le nucléaire. Et vous dites à l'inverse, il faudrait encore plus sortir du nucléaire. Alors par exemple, ce qu'on aurait pu faire si Jean-Luc Mélenchon avait déjà été élu, c'est par exemple engager la transition énergétique pour aller vers des énergies renouvelables. Nous sommes engagés au niveau européen à avoir 23% de notre énergie qui sera une énergie renouvelable. Objectif déjà atteint par d'autres pays européens, mais en France, on n'est que à 14%. Pourquoi avons-nous pris ce retard? Parce que le débat, c'est est-ce que nous investissons massivement aujourd'hui dans le nucléaire ou est-ce que nous profitons, évidemment, de ce moment de transition pour essayer de mettre en place d'autres énergies. Je suis bien conscient que ce que je dis... Dans l'alternative actuelle, vous êtes conscient que c'est le nucléaire, le charbon, et que dans la transition écologique... Mais là où je vous donne le point, c'est qu'il va de soi que si on dit là, à l'instant T, qu'est-ce que là va dire M. Corbière, sous-entendu le dos coincé au mur, nous sommes face à des difficultés. Maintenant, gouverner, c'est prévoir, c'est pas vous que je vais l'apprendre. Moi, je n'accepte pas qu'on prenne les Français pour des imbéciles, parce que la situation est une situation de goulot d'étranglement. Oui, la guerre en Ukraine a des conséquences, mais la crise énergétique auquel nous sommes confrontés, la flambée des prix, n'est pas que due à ce qui se passe à la guerre en Ukraine. C'est dû à des mauvais choix, des mauvaises prévisions, à des gens qui défendent le nucléaire, mais qui n'investissent pas paradoxalement, c'est là le paradoxe dans le nucléaire. Des gens qui disent qu'il faut aller vers le mix énergétique, qui prennent des engagements au niveau européen pour développer des énergies renouvelables, mais qui ne tiennent même pas leurs propres engagements. Enfin, j'ai la conviction que nous sommes un grand peuple éduqué, intelligent, et que nous pouvons avancer vers des énergies renouvelables, des éoliennes en mer, le photovoltaïque, mettre toute notre jeunesse, toute notre industrie à se dire voilà vers quoi il faut avancer, évidemment. Et vous demandez des efforts. Attendez, vous demandez, d'ailleurs tout le monde demande des efforts, on les comprend, on y consent des efforts et des appels à la sobriété énergétique, ils font de plus en plus pressants en France, mais en même temps, dans d'autres pays, on continue de polluer, on continue de jeter des déchets dans la mer. Il y a d'autres pays encore, je pense au Qatar, qui préparent des événements, évidemment, au coût écologique exorbitant. Et nous, on demande des degrés en moins dans la maison. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un deux poids, deux mesures aberrant ? Et je profite de l'occasion, et c'est la première fois que je veux le faire à cette rentrée. Les conditions, je parle du Qatar et de la Coupe du Monde. Pour moi, les conditions ne sont pas réunies pour que notre équipe de France se rende à cet événement. C'est un scandale. Sportif, ça va venir, mais un scandale écologique. Dans un des pays les plus chauds de la planète. Les matchs vont avoir lieu. 64 matchs sont prévus. Dans des stades qui vont être climatisés à ciel ouvert. Tout ça va participer, évidemment, au réchauffement climatique. Les conditions sociales ne sont pas réunies. Et personnellement, et sans doute vous aussi, je n'accepte pas que le Sun, journal anglais, nous dise qu'il y a peut-être 65 000 ouvriers qui sont morts. Et je n'accepte pas qu'actuellement, des ouvriers ont manifesté pour être payés parce qu'ils ne sont pas payés depuis 7 mois et ils ont été expulsés. Démocratiquement, démocratiquement, le Qatar est un régime réactionnaire. Alors qui doit s'élever, qui doit s'opposer? Parce que là, vous faites figure d'un grand naïf qui, sur un plateau de télévision, dit... Moi, premièrement, il y a un an, j'avais écrit à Madame la ministre, c'est public, des Sports, pour lui dire, attirer son attention. Elle m'avait répondu, la France est très attentive au problème. Et depuis, rien n'a vraiment avancé. Donc je considère qu'il est temps que des bouches s'ouvrent. Moi, je ne suis rien dans ce débat. Ça va être des autorités sportives, la Fédération française de football, la ministre des Sports, les sportifs qui m'écoutaient, faites parler de vous. Mbappé boycotté. Mais oui, non mais, pardon, j'aimerais terminer. J'ai vu que M. Mbappé, il y a quelques mois, avait conditionné son soutien, son image, à des marques qu'il n'acceptait pas, qu'il trouvait lié à la malbouffe. Et il a eu raison, bravo Monsieur Mbappé, de dire que vous ne voulez pas être le support à quelque chose qui vous semble être allé dans le mauvais sens. Eh bien, faites de même
avec cette Coupe du Monde du Qatar. Bravo à monsieur Eric Cantona, grand joueur devant l'éternel qui a pris position. Je vois que monsieur Vincent Lindon... Le fait que le Qatar ne soit pas un régime particulièrement démocratique, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme la Chine, par exemple. Sur 146 pays, il est classé en 127e position. Mais je prends l'exemple de la Russie. Je vais être franc avec vous. Si la Coupe du Monde avait été prévue en Russie, je pense que tout le monde aurait dit on n'y va pas parce qu'on veut protester contre ce qui a lieu. Pourquoi quand il s'agit du Qatar... Et si elle était prévue en Chine, vous auriez accepté? qu'il faudrait... Oui, sans doute que des conditions... Si c'est une aberration écologique... Non, mais je vous dis, s'il est prévu sans aucun doute que... Est-ce que ça aurait été une aberration démocratique en Chine? Oui, mais c'est un régime autoritaire. Mais c'est un... Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est pas la formule... Pardon, j'arrête là-dessus. C'est pas la formule de Jean-Luc Mélenchon, Mathieu Bocoté, vous êtes trop instruit pour le savoir. C'est la position de la France dans la diplomatie depuis longtemps. J'ai entendu personnellement Jean-Yves Le Drian, lors de la mandature précédente, dire à l'Assemblée nationale que la position de la France depuis le général de Gaulle, c'est une seule Chine. Donc quand Jean-Luc Mélenchon répète des choses qui font partie de notre diplomatie, on lève les bras au ciel, mais en général, on manifeste plus notre ignorance. Bon voilà, c'est un sujet. Pour moi, la Chine n'est pas un régime démocratique et sans aucun doute que s'il organisait un événement sportif en créant des conditions, là encore, d'accélérer la catastrophe écologique, en méprisant les travailleurs, etc. Monsieur Corbière, là on va aller dans un monde où il n'y aura plus... à boycotter les Jeux d'hiver quand ils se sont tenus en Chine. Il ne me semble pas de toute manière qu'il y avait les mêmes conditions d'aberration écologique que ce qui avait lieu au Qatar. Alexis Corbière, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'il y aura encore des pays où on pourra organiser des événements sportifs ou autres? Parce que là la liste devient lourde, des pays où on ne peut pas, pour l'aberration écologique, pour l'aberration démocratique, pour l'aberration politique. Alors, on pourrait faire une émission sur aujourd'hui les Jeux Olympiques, ces grands événements sportifs qui sont des volants d'entraînement de recherche du profit. Ceci dit, quand je dis que sur 146 pays, le Qatar c'est le 127e du point de vue des droits de l'homme, que les femmes, ça vous intéresse Sonia Mabrouk, je veux dire, on tutelle vis-à-vis des hommes, que les ouvriers sont méprisés, un nombre de morts considérable, le droit de se syndiquer n'existe pas, le droit de manifester n'existe pas, que en plus ça se termine à l'heure, c'est pour ça qu'il y a une certaine actualité, où on vous dit cet été, la planète est en feu en quelque sorte, un dérèglement climatique, et qu'on va tous applaudir le fait que dans des stades, on va climatiser à ciel ouvert. Je dis là, les amis, on marche sur la tête. Le sport doit avoir une vertu pédagogique. Nos enfants qui se passionnent pour ce sport fabuleux qu'est le football, j'adore le foot. Mais je veux dire par là que moi j'ai vu Philippe Lehmann, le joueur ancien capitaine de l'équipe d'Allemagne, de la Mannschaft, a dit moi j'irai pas. Et j'ai en mémoire, parce que j'ai un certain âge, en 78 quand il y a eu la Coupe du Monde de football en Argentine, il y avait eu un grand débat en France, des intellectuels, monsieur Bernard-Henri Lévy, Louis Aragon, et puis avait pris la parole, et même Dominique Rocheteau, magnifique joueur, avait dit ça m'ennuie quand même d'aller dans un pays où les opposants sont mis en prison. Vous appelez à l'éveil des consciences. Oui, que les sportifs prennent la parole, les amis. Vous êtes des exemples pour notre jeunesse. Dites que vous n'irez pas dans n'importe quelle condition jouer dans un pays où où les conditions de cette Coupe du Monde accélèrent la crise écologique, la crise sociale, la crise démocratique. On va marquer une pause. Vous êtes très en verve. Non, mais sur la Coupe du Monde, on va marquer une pause. Vous êtes très en verve, tout comme Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que c'est le retour du bruit et de la fureur d'ailleurs, quand on a entendu ce qu'il a dit hier à la braderie de Lille? Vous nous le direz juste après une pause sur Europe 1 et CNews. À tout de suite. Et surtout, deux invités politiques. Tout à l'heure, ce sera le vice-président de l'Assemblée nationale et député Rassemblement national, Sébastien Chenu. Pour l'heure, nous sommes avec Alexis Corbière. La première question de cette deuxième partie vous est posée par Mathieu Bocoté. Alors, Jean-Luc Mélenchon lance hier à la braderie de Lille, au sujet du gouvernement et d'Élisabeth Borne, le chaos, c'est vous. C'est un registre de violence verbale assez marqué dans cette rentrée politique. Et donc, vous connaissez le jeu sémantique. C'est Madame Borne qui ne cesse de nous accuser de vouloir le chaos, et Jean-Luc Mélenchon retourne l'argument comme au judo. L'énergie de l'adversaire, on l'utilise pour le projeter. Le chaos, nous venons d'en parler. Je l'ai fait avec verve, mais tout de même, c'est pas la faute à Mélenchon si on se retourne dans des situations où ce dont nous étions très fiers, notre électricité, on en vient quasiment à dire qu'il va falloir peut-être ralentir l'appareil de production, etc., etc. Et puis, j'oublie pas qu'il y a aujourd'hui 8 à 10 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, beaucoup de gens qui sont face à des difficultés. Donc ça, c'est la faute au gouvernement actuel. Permettez à Jean-Luc Mélenchon, qui est la voix, le visage de l'opposition sociale, populaire, républicaine, écologique, de faire entendre une critique très vive en raison de la rentrée. Mais quand on parle de politique ici, il y a l'appel à une grande manifestation en octobre à prendre Paris, oui. La marche sur Paris. Oui. Ensuite, il y a aussi cette idée qui est assez forte que la véritable légitimité peut être dans la rue. On le comprend bien. Attendez, ne jouez pas avec ça parce que, je veux dire, vous êtes un fin connaisseur de notre vie politique. En France, on manifeste, hein. Et vous savez, moi, j'ai beaucoup de familles à l'étranger. Mais pour vous, la véritable légitimité, elle est au Parlement ou elle est dans la rue? Mais la véritable légitimité, elle est dans le respect de la souveraineté populaire.
D'accord ? Mais vous ne répondez pas à la question. Ah si, je réponds à la question. C'est que la souveraineté populaire, elle s'exprime à la fois dans la rue, par moment, dans des manifestations de masse qui font entendre un point de vue, qui expriment par leur nombre des sujets qui montent dans la société, et aussi, bien sûr, dans des institutions. Le problème de nos institutions à l'heure actuelle, je vais vous le dire, c'est qu'elles sont de moins en moins représentatives de ce que pense notre pays. Non, le retour du procès en illégitimité. Non, je vais vous le dire. Attendez. On ne change jamais la musique à chaque rentrée, c'est toujours la même chose. Je vais me mettre en scène. Pour comprendre que je n'attaque pas quelqu'un en particulier, je suis, pardon d'un moment de cocorico, le député le mieux élu de France. J'ai obtenu 63% des voix au premier tour. Je devrais faire cocorico et pétarader. Sauf que, en raison de l'abstention, je ne représente que 24% des électeurs inscrits de ma circonscription. Moi, comme les 577 autres. Donc nous devons garder en tête qu'un pays qui banalise le fait que ses représentants représentent de moins en moins de Français, parce qu'ils ne viennent pas voter, parce qu'ils ne croient plus à la politique, est un pays qui est malade sur le plan démocratique. Comme je ne veux pas que ce soit la solution brutale, autoritaire qui l'emporte. Et je la vois monter dans le pays. Je dis notamment avec mes amis... Dans la nuance, brutalité et autorité caractérisent le gouvernement... Non, je dis que je vois monter la solution autoritaire dans le pays. C'est-à-dire de plus en plus de gens qui pensent que la démocratie ne sert à rien, que le Parlement ne sert à rien, que les élus ne fichent rien, et qu'il vaut mieux confier le pouvoir à des gens énergiques qui vont changer les choses. D'accord ? Ça monte idéologiquement dans le pays. Vous n'encouragez pas ça ? Non, pardon, quand je porte l'idée d'une 6e République, de la fin de la monarchie présidentielle, peut-être que c'est fait avec des décibels et avec verve. Mais n'empêche que sur le fond, j'aimerais qu'on discute sur le fond, pas seulement sur la forme. Sur le fond, la démocratie. Ceux qui disent qu'il faut redonner la parole au peuple, créer des conditions d'institutions plus démocratiques, eh bien c'est nous, ça n'est que nous. Par exemple... Pourquoi vous auriez ce monopole ? On ne comprend pas, M. Corbert, pourquoi vous auriez le monopole de redonner le pouvoir au peuple ? Pourquoi ce serait dans votre ADN à vous et pas aux autres ? Pardon, non, mais attendez, parce que, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, nous sommes les seuls à dire que les institutions de la Ve République sont aujourd'hui plus un corset de notre souveraineté populaire, l'empêchant de s'exprimer. Et je pense qu'il faut de nouvelles institutions plus démocratiques, avec le peuple qui peut contrôler les élus, le peuple qui peut intervenir. Une politique référendaire, par exemple. Par exemple, comme proposait Marine Le Pen. Oui, d'accord. Mais enfin bon, j'observe que Marine Le Pen, sitôt qu'on rentre dans les bagarres concrètes, notamment quand l'année dernière nous avions porté l'idée d'un référendum contre la privatisation d'ADP, elle est plus là, etc. Mais bon, je veux dire, on peut sauter à la corde et dire parfois Madame Le Pen dit des choses. Au passage, tiens, je sais qu'il y a des électeurs de Marine Le Pen qui regardent cette chaîne, savent-ils que leurs députés ont voté contre l'augmentation du SMIC à 1 500 €? Monsieur Corbert, vous savez que ce sont souvent les mêmes électeurs que les vôtres qui regardent la même chaîne d'ailleurs. Oui, non, mais c'est pas. Quand on dirait que vous les dénigrez. Je dis, vous dites pas, vous dites les électeurs d'un parti. Je dis aux électeurs, souvent, ce sont les vôtres. Savez-vous que vos députés ont voté contre l'augmentation du SMIC à 1 500 €? Je le dis parce que toujours j'ai discuté avec une dame qui est une électrice de Madame Le Pen, on a bien discuté, et elle était stupéfaite. Elle était persuadée qu'ils défendaient l'augmentation du SMIC. Eh bien non, ils ont voté contre. Voilà. Mais vous voyez, mais pas après. Pardon, c'est la démocratie. J'aimerais que ce soit clair de dire à la fois faut des institutions. Moi, je suis pour un régime parlementaire. Vous savez, moi, je pense qu'il faut reparlementariser la vie politique. Et d'un certain point de vue, cette nouvelle Assemblée nationale, elle est intéressante parce que l'ultra-présidentialisme est mis à mal par le fait que son parti actuellement est minoritaire à l'Assemblée. Donc il faut discuter. On ne va pas ouvrir le débat. Ils ont une majorité, elle est relative, ils ont plus de députés que vous. Mais enfin, moi je trouve que ce sont des contes d'apothicaires. Ce qui nous intéresse ce matin... C'est que si on parle du CNR, Madame Mabrouk, et vous allez sans doute en parler. Conseil national de la refondation. Voilà, c'est que tout ça est lié. C'est-à-dire qu'on a un président, on a des institutions bizarres, un peu hybrides. Un président qui concentre beaucoup de pouvoir. Mais normalement, il y a l'Assemblée nationale qui est là pour prendre. Le président de la République veut contourner l'Assemblée nationale. Parce que les élections législatives lui ont été défavorables. Mais vous dites la même chose quand vous dites qu'il faut faire des manifestations, il faut marcher sur Paris. C'est une manière aussi de contourner l'Assemblée nationale. C'est ce que vous venez d'expliquer. Non mais attendez, je vois pas pour quelle raison. Vous avez une chaîne de télévision, vous êtes tous les jours et très bien. Et par ailleurs, vous m'invitez, je vous en remercie. Mais on a aussi le droit, la démocratie sociale, ça existe. On a le droit de manifester. Êtes-vous favorable à l'interdiction du droit de grève et du droit de manifester? D'un certain point de vue, c'est un moment particulier. Pardon. Alors on a le droit de dire... que pour faire monter la température idéologique dans le pays, montrer par exemple notre vive opposition populaire au fait que les Français doivent travailler plus longtemps, ce qui est le projet du gouvernement. Nous opposer au fait que le gouvernement ne tient pas en compte de la taxation des surprofits, par exemple nous lançons une pétition qui dit taxesurprofit.fr pour que notamment l'idée de taxer les surprofits, tous ces groupes qui font des bénéfices particuliers à l'heure actuelle soit plus sollicité. On peut le faire par des manifestations. Si 1 million de personnes dans la rue pour porter une idée... On interroge votre méthode. Par exemple... c'est la vieille méthode classique. Le journal du dimanche ce matin, Bernard Cazeneuve fustige la domination de Jean-Luc Mélenchon. Il signe un manifeste, lui, pour une gauche sociale, démocrate, écologique, loin d'un Mélenchon qui organise, dit-il, la confrontation de tous contre tous.
C'est pas vos idées, là. C'est surtout la manière avec laquelle vous montez, selon Bernard Cazeneuve, une partie de la société l'une contre l'autre et des politiques, apparemment. Que lui répondez-vous? Rien. Non. Ça ne vous inspire rien? Non, mais... Quand même un ancien... Premier ministre. Ah bon, je sais pas, c'est vous qui dites parce que je pense que tout le monde a oublié. Un peu de mépris, non mais je n'ai pas envie, ce que je veux dire, la manière dont M. Cazeneuve ne revient que pour polémiquer avec nous m'intéresse pas. Il a soutenu des candidats vous êtes très attaché à la démocratie. Tous les candidats de M. Cazeneuve ont été battus quasiment aux législatives. D'accord, ça n'a servi qu'à une chose, à faire battre des candidats de la NUPES et à aider M. Macron à avoir. Attendez, M. Mélenchon a été battu à la présidentielle, c'est pas pour autant qu'on va plus ne pas en parler. Il a quand même légitimité, M. Cazeneuve. Enfin, pardon, entre. Soit, nous avons fait élire 75 députés. Si vous pensez que M. Cazeneuve représente autant que M. Mélenchon, dont acte, bien que M. Cazeneuve se présente aux prochaines élections, nous verrons. Non, mais je veux dire, et puis, quelque part, c'est pas mon sujet, Cazeneuve, pardon. Mon sujet, c'est Macron. Mon sujet, c'est la politique du gouvernement. Je n'ai pas envie de polémiquer avec ça. Et d'un certain point de vue, vous voyez, c'est un leurre. Il veut une alternative à ce que vous proposez au bruit et à la fureur que vous proposez. Le droit, le JDD lui donne 2 pages. Je ne lui vois pas faire de propositions. Moi, j'en ai une. Qui est, par exemple, il y a des grands groupes qui ont fait des bénéfices records. Le groupe Total fait en 6 mois plus que ce qu'il faisait en une année. J'ai même vu la CMA, cette entreprise qui est surtout située à Marseille, qui fait de grands transports de palettes à travers le monde, qui fait des bénéfices records et qui ne paye quasiment pas d'impôts en France en raison du système particulier au niveau européen qu'ont les armateurs. Bref, tout ça devrait nous amener, parce que c'est beau l'impôt républicain qui permet que les riches... Les gros payent gros, les petits payent petits. On est dans un moment difficile, je l'ai dit, où beaucoup de gens sont face à des difficultés. Il faut que ceux qui profitent de la période soient plus sollicités pour aider les plus faibles. C'est ma conception républicaine et je n'en sais pas. La question, c'est de cibler les bons profiteurs de beaucoup de gens. Mathieu Bock-Côté, autre sujet. Alors, autre sujet, mais qui est au cœur de l'actualité, l'imam Iqiyoussen, hier, une manifestation pour dénoncer la situation qui l'entoure et où on dénonce l'islamophobie d'État. C'était le slogan de la manifestation. Que vous inspire cette manifestation? Rien, franchement, vous voyez, il y avait 4000 personnes pour écouter Mélenchon à Lille, il y a 150 personnes place de la République, pardon, c'est pas ça le sujet. Ça vous a choqué? C'est pourtant prononcé sur cette question. Non mais d'accord, mais vous voyez comment vous êtes un cerveau habile, vous m'amenez sur une manifestation organisée par je ne sais trop qui, je ne sais pas ce qui s'y est dit par les gens, pourquoi pas. Sur laquelle votre parti s'est prononcé à quelques reprises. Non mais pas dans le sens de cette manifestation. Moi je ne soutiens pas les idées de M. Iqiyoussen, d'accord? Ses propos ont été, de ce que j'en ai vu, homophobes, y compris même avec une dimension antisémite à une époque. Il est revenu là-dessus. Oui, mais une fois qu'on a dit tout ça... Oui, mais... Islamiste, c'est quand même grave. Oui, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que même le pire des individus... Oui, M. Iqiyoussen ne correspond pas à ma conception, et il y a sans doute une dimension, évidemment, dans son propos qui correspond à ce que vous qualifiez d'islamiste. J'ai pas de souci avec ça. Ce que je veux vous dire, c'est que même... Je parle pas nécessairement de M. Iqiyoussen. Même le pire des individus dans notre pays est un sujet de droit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand il tient des propos homophobes, etc., il devrait être condamné par la loi française. Donc c'est une injustice qu'on lui a faite en voulant l'expulser? D'où vient cette... Écoute, je vais prendre un exemple. Ne le prenez pas mal, c'est vraiment pour illustrer mon propos. Monsieur Bock-Côté n'est pas de nationalité française. Pour moi, vous faites partie du paysage politique français. Si d'aventure, un jour, vous aviez des propos inconcevables, je suis pour que vous soyez condamné en France et non pas qu'on vous expulse dans votre pays, à savoir le Canada. Ce serait absurde. D'où vient cette idée, donc, que la justice a été inexistante, insignifiante, qu'il n'a jamais été condamné, mais d'un seul coup, pour des propos tenus 10 ans auparavant, on organise quoi? Mais c'est là où le Conseil d'État, Alexis Corbière, le Conseil d'État, gardien des libertés publiques. Non, c'est une mise en scène politique. Et le plus cynique auquel on s'aperçoit, c'est que M. Darmanin a dîné avec M. Iqiyoussen en 2014 pour obtenir ses voix municipales, faisant du clientélisme électoral vis-à-vis de M. Iqiyoussen. Monsieur Corbière, et d'un seul coup, Monsieur Corbière, vous pensez que les insoumis sont les mieux placés pour dénoncer le clientélisme islamiste? Oui, madame, vous êtes sûr? Les insoumis sont les mieux placés pour donner des leçons de laïcité. Voulez-vous qu'on cite certaines manifestations? Citez-moi tout ce que vous voulez. Avec le CCIF, vraiment? Vous voulez qu'on passe tout ça? Alors, ça n'était pas... Vous voulez que je vous dise la liste de cette manifestation? Il y avait le Parti communiste français, la FSU... Mais on peut leur faire le même reproche. D'accord. Donc moi, il m'est arrivé dans ma vie, moi qui manifeste, de manifester avec des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous le regrettez? Je ne regretterai jamais le fait d'aller manifester contre une agression qui avait eu lieu contre une mosquée. De la même façon que quand Mme Mireille Knoll a été victime d'une agression antisémite, je suis allé manifester avec des gens qui ne représentent pas mes idées. De la même façon, quand Charlie Hebdo a été agressé, j'ai manifesté dans une grande manifestation, avec des dictateurs. Le sujet n'est pas avec qui on manifeste. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on veut dire. La laïcité est quelque chose de précis, de sérieux. Par ailleurs, mis en cause cet été, puisque vous êtes très sensible à la question. C'est exactement ce qu'a défendu le Conseil d'État. C'est une juridiction, c'est la plus haute juridiction administrative du pays, et c'est la position qu'ils ont prise. D'accord.
Moi, je dis une chose. Vous considérez que le Conseil d'État, c'est pas une institution je considère, moi, si j'étais ministre de l'Intérieur, que si un prédicateur islamiste tient des propos antisémites et homophobes, je le poursuivrai et il sera condamné. Je ne réglerai pas ça de manière un peu sournoise. Très bien, mais parce que M. Darmanin a mis une énorme pression politique pour masquer. Vous avez fait un brouhaha. Il est totalement indépendant, le Conseil d'État. Très bien. Mais vous avez fait du brouhaha. Vous trouvez normal qu'on apprenne que M. Darmanin a mangé en 2014, après d'ailleurs que M. Iqiyoussen ait déjà tenu ses propos qu'on lui reproche? Pourquoi vous ne posez jamais la question à M. Darmanin? C'est vrai que depuis des années, vous êtes élevé contre les propos homophobes et antisémites de M. Iqiyoussen. Mais pour ma part, moi, je ne les connaissais pas. Mais M. Darmanin, qui est de sa ville, devrait les connaître. Mais moi, je m'oppose à ces propos. Madame Mabrouk, ne jouons pas avec ça. Je m'oppose à tous les propos réactionnaires. Si dans l'islam, des gens tiennent des propos homophobes, antisémites, ils doivent être condamnés. Condamnés par la loi. Sans aucun doute. Je vous dis une chose, c'est ce que tous les musulmans que je connais réclament ça. Ils ne supportent plus d'être assimilés à ce genre de prédicateurs caricaturaux. Mais ils ne veulent pas non plus qu'une opération médiatique de rentrée se mette en place, en faisant croire qu'on lutte contre l'islamisme, en fait, en fabriquant un petit diable avec lequel on a déjeuné précédemment pour obtenir les voix municipales, comme l'a fait M. Darmanin, et d'un seul coup, en mettant un cirque et un bazar. Enfin, pour terminer, on lui demande de quitter le territoire national. Il a quitté le territoire national. Bon, c'est tordu, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a peut-être des sujets plus importants en matière de sécurité publique, en matière de laïcité. Et au passage, tiens, puisque le micro m'est proposé, moi cet été j'ai vu, dans la ville où j'étais, ma ville de naissance à Béziers, le préfet participer à une messe auprès de M. Ménard. Et je considère que ma conception de la laïcité, conforme à la loi de 1905, devrait interdire les pouvoirs publics à ce qu'une autorité participe à une cérémonie religieuse. Ce clientélisme religieux aussi, qui est pratiqué, je ne le supporte pas. Je ne supporte pas qu'un élu aille dans une église, dans une mosquée, dans une synagogue pour aller pêcher les voix. Et ma position n'est pas à géométrie variable. Alexis Corbière, on arrive à la fin du temps imparti. Merci d'avoir participé à cette première partie du grand... Mais c'est bien. Je vais offrir discours sur la laïcité, c'est ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale pour M. Bocoté. Et on va retrouver dans quelques instants Sébastien Chenier. À bientôt Alexis Corbière. Merci. Restez avec nous, une courte pause et on se retrouve.